Hi guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Safe Corner. Je voulais énormément vous remercier pour les retours que j'ai eus sur déjà le premier épisode. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui l'écoutent et vraiment je suis ravie. Vous êtes une centaine à l'avoir écouté sur les plateformes d'écoute et 300 sur YouTube. Enfin, peut-être que c'est pas grand chose pour des gros influenceurs, mais moi qui suis toute petite sur ce genre de plateforme, je suis trop contente, surtout que pour moi c'est déjà 400 personnes que j'ai pu aider. Je trouve ça énorme, je suis trop contente. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec mon petit nez rouge et ma voix nasillarde. Je suis désolée, je suis un peu malade comme à peu près 90% de la population en ce moment, mais on se retrouve pour un sujet important aujourd'hui qui est la solitude. Comment arriver à rester seul avec soi-même, comment être bien avec sa solitude et ne pas dépendre des autres tout le temps. Pourquoi j'ai voulu ce sujet pour ce deuxième épisode ? Eh bien c'est parce que c'est le premier problème auquel je me suis confrontée après ma rupture. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs causes et plusieurs soucis sur lesquels travailler et qui expliquent pourquoi on a autant de mal à rester seul. On va commencer avec un petit exercice. Posez-vous la question de, pour vous, qu'est-ce que ça représente la solitude ? En termes émotionnels, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre solitude ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse énormément ? Est-ce que vous vous en souciez au quotidien ou pas ? Moi, je me suis posé la question et souvent la première réponse que j'avais, c'était pour moi la solitude, c'est être vide. C'est-à-dire que quand j'étais seule avec moi-même, je n'étais pas capable d'être heureuse ou de trouver des sources de plaisir. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais complètement délaissé la relation que j'avais avec moi-même et que quand j'étais seule, je me faisais chier. Parce que en fait je savais juste pas quoi faire. Le souci chez moi c'est que quand je fais rien, je rumine, je stresse, je suis anxieuse, je projette des scénarios catastrophiques sur ma vie de tous les jours et forcément mon cerveau associe ça à en fait la solitude c'est horrible parce que ça me met dans des états émotionnels que je déteste ressentir. Le premier travail du coup pour moi ça a été d'apprendre à mon cerveau que la solitude pouvait être aussi une source de plaisir et de bonheur. Et ça passe par plusieurs choses. Premièrement, ça va être la relation que vous entretenez avec vous-même. Par exemple, je vais recommencer à faire des activités que je délaissais complètement depuis des années alors que j'adorais ça, comme le dessin, la couture, la peinture, le crochet, j'ai toujours été très créative. Mais forcément, quand on n'est jamais seul, on pratique plus toutes ces activités-là parce qu'on est plutôt occupé à, voir ses amis, faire des activités à l'extérieur ou de groupe, etc. En fait, j'avais complètement perdu ma richesse intérieure et mon monde intérieur. Et ce monde, il est hyper important à entretenir parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez vous réapproprier votre identité et votre capacité à rester seul. Essayez de réfléchir à ce que vous adoriez faire quand vous étiez plus petit, comme des puzzles, lire des livres ou peu importe, et essayez de vous octroyer, 30 minutes à 1 heure chaque jour pour exercer ces activités-là seul avec vous-même. Au-delà des activités, il y a aussi plein d'autres trucs comme juste prendre soin de soi en fait. Prendre le temps le soir quand on est chez soi ou le matin de pouvoir faire sa skincare, de pouvoir se faire un bon repas, de se faire des tisanes, de s'acheter des choses si vous avez les moyens qui vous permettent d'améliorer votre confort. En fait, tout ce que vous feriez à quelqu'un quand vous êtes sous dépendance affective, mais pour vous. Parce que si vous êtes capable de donner autant à quelqu'un d'autre et de donner autant d'amour et de temps, pourquoi vous le donneriez-vous pas aussi à vous-même ? Surtout que c'est à cause de ça que la dépendance affective peut également devenir toxique. C'est qu'à force de donner toute son attention et tout son amour à une personne extérieure, en attendant que la personne en face vous donne la même chose, au final il reste rien pour vous et ça peut créer des situations de frustration, de colère ou de tristesse parce que justement vous vous attendez à ce que les personnes en face de vous donnent la même chose, sauf que elles se font passer avant. Donc forcément que de ce fait, elles vont pas avoir autant d'énergie à vous donner que vous, ce que vous leur donnez. Vous êtes les seules personnes capables de combler entièrement vos besoins en termes de bonheur, de plaisir, parce que vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Personne autre que vous connaît mieux que vous-même. Donc faites-vous confiance et surtout accordez-vous du temps et de l'amour. Je sais que sur le papier, ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper dev perso mainstream et que oui mais Harry, j'ai déjà essayé ce genre de choses, ça marche pas, je finis toujours par retomber dans mes travers, je finis toujours par me sentir vide, etc. Et en fait, c'est comme pour tout, c'est comme pour le sport, c'est comme pour l'apprentissage, ça marche seulement si vous appliquez
toutes les recommandations que je vais vous donner en même temps. Bien sûr que si vous passez des moments avec vous-même à essayer de faire des activités, juste ça, alors ça va vous faire du bien, mais déjà vous n'allez pas le tenir sur la durée et ensuite ça va pas régler tous les problèmes. Ça, je dis pas le contraire. Mais par contre, c'est vraiment un pilier et un socle hyper important d'entretenir la relation que vous avez avec vous-même avant le reste en fait. Le fait de se replacer au centre de sa vie, c'est quelque chose qu'on a rabâché sur les réseaux sociaux et qui paraît hyper simple, mais et d'une, ça l'est pas tant que ça parce que à appliquer au quotidien, c'est super dur. Et en plus de ça, justement, vu que les gens pensent que c'est simple, ils oublient de faire ça. Sauf que c'est pas pour rien si on vous le rabâche toute la journée, c'est que c'est hyper important que vous conscientisez que la relation que vous avez avec vous-même est une relation au même titre que la relation que vous avez avec vos amis. Si vous l'entretenez pas, forcément que ça va se détériorer, que ça va poser un problème dans votre vie. Et quand je parle de prendre soin de sa relation avec soi-même, je vous parle pas uniquement de ce que je vous ai dit avant, type activité, se faire à manger pour rigoler et prendre soin de soi et faire sa skincare, etc. On parle aussi de tout ce qui est basique, c'est-à-dire prendre soin de sa santé mentale et physique. Ça, il y a aussi énormément de gens qui font l'impasse dessus ou qui le minimisent en se disant que je suis dans une période de stress, c'est pas grave, ça va passer. Je suis surchargée par le taf et je dors pas beaucoup, c'est pas grave, ça va passer. Alors qu'en fait, non. En fait, si vous négligez les bases, vous aurez beau essayer derrière de prendre, des compléments alimentaires, sortir le week-end pour essayer d'évacuer votre stress de la semaine ou quoi que ce soit, ça marchera pas parce que les bases ne sont pas là. Et les bases, ça a toujours été les mêmes, c'est bien dormir, bien manger et un bon équilibre vie pro, vie perso. Du moment où un de ces 3 piliers n'est pas là, forcément ça va devenir instable et s'il y en a 2 sur 3 qui tombent, c'est fini. Alors je sais, vous pensez que je suis en train de me perdre, quel est le lien entre bien manger, bien dormir et la solitude? Et c'est là où je suis la reine des transitions, c'est parce qu'en fait, au-delà de la relation qu'on a avec soi-même, il y a quelque chose qui joue beaucoup dans sa tolérance à la solitude, c'est les traumatismes et le stress. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses où vous avez passé une bonne journée, ça allait d'être seul entre guillemets avec vous-même, vous êtes allé travailler, vous avez discuté avec vos collègues, vous avez, mangé dehors, bu un verre, et en fait vous vous dites ça va, je pense que je peux me retrouver seul ce soir et ça peut être une bonne soirée parce que justement j'ai un peu trop sociabilisé. Et vous rentrez chez vous et en fait quand vous arrivez chez vous et que vous vous posez sur votre canapé ou sur votre lit, c'est là que vous commencez un peu à flipper. C'est là où bizarrement la solitude redevient un peu chiante à vivre. Vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez overthinker, vous allez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et bienvenue les gars dans ce qu'on appelle l'hypervigilance. Une notion que j'ai beaucoup trop souvent ignorée, mais qui a été vraiment game changer dans ma capacité à rester seule. L'hypervigilance, on la retrouve beaucoup chez des personnes qui ont été traumatisées, qui ont vécu par exemple des agressions, qui ont eu des parents intrusifs ou dysfonctionnels ou violents. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que j'ai pas envie de me faire ban. En gros, c'est une impression irrationnelle dès que vous êtes seul, que vous êtes en danger imminent et votre corps vous le fait bien sentir. Et c'est là où justement on retrouve les symptômes qu'on disait avant, que ce soit l'overthinking, que ce soit justement un sentiment de stress constant, des problèmes à l'endormissement. En fait, c'est votre corps qui vous envoie un signal comme quoi il se sent pas en sécurité et pas du tout à l'aise là où il est. Et ça, pour le déconstruire, ça va vraiment dépendre de vous. Et c'est là où il faut que vous vous fassiez confiance parce que autant il y a des personnes qui peuvent le régler entre guillemets elles-mêmes en vous donnant les conseils que je vais vous citer après, mais on peut aussi avoir des personnes qui sont encore en plein dans leur trauma ou qui subissent des symptômes de leurs troubles et là il va falloir une petite thérapie à côté. Parce que votre plus gros problème dans la dépendance affective, c'est pas vous, l'adulte de maintenant en 2025, qui sait rationnellement qu'il ne va pas mourir s'il reste seul et que ce n'est pas quelqu'un de vulnérable. C'est votre vous, enfant. Et ce que j'ai beaucoup trop ignoré pendant beaucoup trop longtemps, c'était que si je voulais me débarrasser de ce problème, il fallait aussi que je fasse la paix avec mon enfant intérieur. Quand on est une personne vulnérable ou qu'on est une personne qui a été traumatisée, on a une part de nous qui a pas eu le temps forcément de grandir comme tout le monde. Et généralement, chez les personnes dépendance affective, c'est toute la maturité émotionnelle qui est pas là, globalement. On n'a pas eu le temps de se former émotionnellement. C'est pour ça également qu'il y a beaucoup de personnes dépendantes affectives qui sont borderline, parce qu'on retrouve tout ce concept de problème de régulation de ses émotions, parce qu'on a été censuré dans notre enfance, parce qu'on a été illégitimisé ou qu'il y a eu de la négligence parentale. Et en fait, quand vous voulez guérir, c'est pas face aux autres que vous allez devoir vous
battre ou vous-même seulement, c'est face à votre enfant intérieur. Comment lui montrer et le convaincre que aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes en sécurité, que vous n'avez besoin de personne et que vous vous suffisez pour être heureux, subvenir à vos besoins, etc. Et ça, bon courage les gars, parce que c'est un putain de combat. Et dites-vous que moi, avec un TDI, cet enfant intérieur, il est pas réel, mais il est personnifié. Donc pour le coup, je me bats vraiment contre lui. La première chose à faire, si vous voulez vous sentir, entre guillemets, plus en sécurité et vaincre cette hypervigilance, c'est d'aménager votre espace. Il y a beaucoup de gens que je reçois en séance de coaching qui me disent être dépendants affectifs, qui me disent avoir du mal à passer cette étape de rester seul alors qu'ils avancent sur d'autres points. Et en fait, très souvent, le point commun, c'est qu'ils prennent pas soin de chez eux. Ils prennent pas soin de leur intérieur, ils prennent pas la peine de le décorer comme ils voudraient. Alors que franchement, la déco, les gars, vous allez en brocante, vous allez à Emmaüs, il y a tellement de moyens de décorer un appartement pour que vous vous sentiez bien. Il y a plein de gens qui vendent des plantes ou qui donnent des boutures, par exemple. Il y a Plantes pour tous qui est pas très cher. Moi à l'époque, dites-vous que j'avais tellement pas d'argent quand j'étais étudiante. Il y avait un truc que j'adorais sur Pinterest, c'était vous savez les murs avec plein de, un peu en mode cabinet curiosité, avec plein d'illustrations anatomiques, de plantes, d'animaux, etc. J'ai tout foutu dans un document Word ou Canva comme vous voulez sur des feuilles A4 et je suis allée au Lyca Mobile d'à côté imprimer toutes mes feuilles et les découper et les coller à la pâte à fixe sur mon mur. J'ai gardé 2 ans cette décoration que mes potes trouvaient grave stylée alors que vraiment j'avais dû dépenser 10 balles quoi. Au-delà de la décoration, vous avez l'ambiance lumineuse qui est aussi hyper importante parce que j'en vois plein avec des plafonniers blancs d'hôpitaux, des lumières hyper fortes et froides. Pareil, je sais pas, achetez-vous une bande LED, achetez-vous des ampoules qui changent de couleur, achetez-vous ne serait-ce qu'une ampoule chaude et des lumières, des petites lumières au lieu d'avoir un gros plafonnier qui vous balance de la lumière dans la gueule. Ça change tout dans un appartement. Mettez-vous des tapis, mettez-vous des coussins, faites-vous quelque chose où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, quelque chose de cocooning, où vous avez envie de passer du temps et de rentrer le soir. Parce que comment voulez-vous déjà avoir envie d'être seul chez vous et avoir envie de rentrer chez vous si vous associez ça à quelque chose de neutre ou de négatif? Votre chez vous, votre maison, c'est votre socle pour beaucoup, surtout pour les gens qui sont anxieux. C'est censé être votre safe place, là où vous rechargez vos batteries ou alors où vous vous protégez. C'est sûr que si vous l'associez à quelque chose de négatif ou de neutre ou de laissé à l'abandon, c'est vous que vous laissez à l'abandon. Croyez-moi que c'est pas du temps foutu en l'air que de s'investir dans son appartement. Et je sais que pour beaucoup, il y a un peu ce truc de moi je suis étudiant, je suis dans un meublé, ou alors je sais que je vais déménager dans 6 mois et c'est des sous-locs ou peu importe. En fait, je sais que ça motive pas parce que moi j'ai passé 3-4 ans à changer d'appart tous les ans ou tous les 2 ans, à aller dans des meublés à Paris parce que j'avais pas les moyens d'acheter des meubles, etc. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous coûte rien d'aller imprimer vos 10 feuilles au Lyca Mobile s'il le faut, par exemple. Il y a toujours moyen de faire quelque chose pour rendre le lieu plus agréable et vous verrez que honnêtement ça change tellement de rentrer dans un endroit où vous vous sentez bien, à l'aise, réconforté et en sécurité que dans un endroit neutre qui pourrait être l'appartement de n'importe qui et où forcément vous vous sentez pas bien. Une fois que vous vous sentirez un peu plus en sécurité déjà chez vous, il y a une seconde étape qui est par contre beaucoup plus difficile à guérir et surtout aussi à conscientiser, c'est pourquoi votre enfant intérieur ne se sent pas en sécurité quand il est seul. Et là, le souci, c'est que cette réponse dépend énormément de votre vécu, de votre passé. Pourquoi je me sentais pas en sécurité quand j'étais seule? Il y avait plein de raisons différentes. Premièrement, il y a le fait que je sois une femme. Forcément, quand on est une femme, surtout quand on a été éduqué par des parents de ma génération, il y a cette idée qu'on nous met en tête dès qu'on est enfant on est quelqu'un de fragile, on peut se faire kidnapper, agresser à chaque coin de rue. Je remets pas du tout en question ce que me disait ma mère parce que je pense qu'elle le faisait pour mon bien et qu'elle avait peur pour moi en tant que femme dans notre société déjà à l'époque, mais ça en est devenu un stress omniprésent qui a fini par m'ancrer dans la tête que si je n'étais pas accompagnée d'un homme, donc
ça avait aussi influencé mes relations, et que du coup si j'étais seule, ça voulait dire que j'étais en danger, que j'étais potentiellement en insécurité, et que voilà, c'était pas une situation viable pour moi si je voulais rester entre guillemets en vie. Schéma bien évidemment qu'il faut en fait déconstruire, vu qu'on parle d'une génération au-dessus de nous qui était complètement impacté par déjà voilà, des notions sociétales comme le patriarcat, par des idées conservatrices qui peuvent aussi être influencées des fois par la religion, etc. Je ne remets pas en question la religion, mais plutôt comment certains l'interprètent et comment certains s'en servent pour contrôler les femmes. Donc la première étape, c'est de comprendre que en fait, moi, adulte de 25 ans, même en étant une femme, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas en danger de mort imminent et je ne vais pas me faire kidnapper de manière imminente si, comme d'habitude, je fais attention et que j'applique tout ce que je sais. Et d'autant plus chez moi, je suis censée être en sécurité. La deuxième chose, et ça par contre c'est quelque chose qui m'est très personnel et qui est en dehors des fois de ma portée, c'est ce qui fait que j'ai toujours un peu peur d'être seule, c'est que j'ai des problèmes de santé depuis que je suis petite. J'ai une maladie auto-immune depuis que j'ai 5 ans. J'ai aussi, on va pas se mentir, un physique, un état immunitaire, enfin bref, mon corps, je serais née au Moyen-Âge, je serais morte dès la naissance. Je suis ce qu'on appelle une grosse miskine, hein, c'est-à-dire qu'il y a un coup de vent dehors, je suis sous fièvre, 40 degrés, grippée, enfin bref. Mon système immunitaire est dégueulasse, et du coup j'ai un peu cette peur quand je suis toute seule de me dire mais imagine, là j'ai un truc super grave, je suis malade et je meurs et je suis toute seule et personne n'est là pour appeler les urgences ou quoi que ce soit, personne le sait. Ça a été le truc le plus dur à gérer pour moi quand j'étais seule, parce que, désolé les gars, mais faut juste lâcher prise. C'est-à-dire que factuellement, si je regroupe les faits rationnels, je ne suis pas spécialement... Enfin, là oui, mais quand j'avais mes pics de stress, je ne suis pas spécialement malade. Rien ne m'indique que j'ai une maladie grave. Rien m'indique que je vais pas passer la nuit. Donc c'est juste du stress et de l'anxiété irrationnelle, ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. Donc tout va bien. Et c'est vraiment se reformater pour être dans un mindset de bah écoute, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais je vous jure que moi ça m'aide de fou de dire bah écoute, de toute façon si tu dois crever tu crèves, donc que tu stresses ou pas, ça n'y changera rien. Et c'est le destin. Et voilà, si je devais y aller, je devais y aller, et je suis encore là, donc tout va bien. Ah là là, je vous jure que moi de croire au destin, ça m'a fait relativiser sur mon anxiété un nombre incalculable de fois. Donc ça, c'est autre chose. Et la dernière chose, on va pas se mentir, c'est les schémas familiaux. Alors les schémas familiaux, on y reviendra plus longuement dans un prochain épisode. Peut-être que ça sera le prochain, peut-être pas. J'y réfléchis encore, parce que je vous avoue que certains sujets sont plus durs à aborder que d'autres pour moi, et que ça me coûte pas mal en fait dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression. Parce que forcément, ça fait du remue-ménage dans ma tête, et ça fait ressortir des choses auxquelles je pense pas forcément dans ma vie de tous les jours. C'est là où je comprends un peu mieux les créatrices qui parlent uniquement de leur santé mentale et de leur traumatisme sur le fait qu'en fait elles aillent jamais bien, et c'est là où je me dis que c'est pour ça que je n'irai jamais là-dedans et que je n'irai jamais parler que d'un trouble en particulier, parce que ça va me rendre zinzin. Mais du coup, brièvement, par rapport à cette notion de solitude, je me suis rendu compte que ma peur d'être seule, au-delà de tout ce que je viens de vous raconter, venait aussi de la peur du moi enfant d'être seule. Depuis que je suis petite, j'ai un problème en fait avec la solitude. Je ne sais pas exactement pourquoi encore à l'heure d'aujourd'hui, mais je sais que en fait c'est très profondément ancré en moi. Quand mes parents partaient en soirée par exemple, quand j'avais déjà 10, 11, 12 ans, hein, donc je savais très bien me gérer toute seule, et j'étais incapable de dormir tant qu'ils n'étaient pas rentrés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé pratiquement toute ma vie. Dès que je dors seule, c'est une catastrophe. Je me suis rendu compte également que c'était lié à une autre notion, c'était que pour le moi enfant, la solitude était égale à personne ne m'aime, je suis rejetée, je suis abandonnée. En fait, il y avait déjà ce sentiment à l'époque de rejet et d'abandon. C'était quelque chose qui me terrifiait profondément. Et c'est là où je me suis également rendu compte qu'il y avait un gros problème avec mon père. Alors, c'est très marrant parce que moi, à l'heure actuelle, avec mon père, je m'entends très bien, on n'a aucun souci relationnel. Et quand j'étais petite, pareil, j'avais un peu
ce truc de j'admirais mon papa, et puis il y a eu toute une période en fait où on a arrêté de se parler. Alors on n'a pas coupé les plombs, mais en fait on faisait que se croiser, notamment parce qu'il avait un travail très prenant, mais aussi parce que mon père a jugé très rapidement que en fait j'avais plus besoin d'un père. Alors quand je vous dis plus besoin d'un père, c'est qu'en fait il subvenait à mes besoins, voilà, il me faisait à manger, il m'achetait des habits, il y a pas de souci, il était là, il était à la maison, mes parents sont encore ensemble, ils sont pas divorcés, mais en termes émotionnels, à partir de mes 5 ans, 5-6 ans, il y avait plus personne. Il y a eu un peu ce truc de mon enfant n'est plus un bébé ou un enfant en bas âge, n'a plus besoin de moi émotionnellement, donc je vais me concentrer sur mon travail et je vais laisser la mère gérer d'autres aspects. Sauf que, en fait, quand j'ai analysé plus tard en tant qu'adulte, je l'ai vraiment vécu comme un abandon parce que j'avais mon père que j'admirais, que j'adulais, qui a commencé à s'éloigner. Les moments qu'on passait ensemble sont devenus très très rares. Petit fait aussi que j'ai oublié de vous énoncer, je suis un enfant unique. Ce qui joue aussi également beaucoup parce que autant j'ai les avantages de l'enfant unique, c'est-à-dire que oui, je n'ai jamais eu de problème de fratrie, de partage, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de sentiment de favoritisme ou de défavoritisme de la part de mes parents, j'ai jamais eu de compétition avec mes frères et sœurs, etc., puisque je n'en ai pas. Par contre, autant on a tous les aspects positifs en tant qu'enfant, mais autant on a tous les aspects négatifs, c'est-à-dire que mes parents, quand ils étaient énervés, quand il y avait des désaccords, quand je me faisais gronder parce que j'avais fait une bêtise, j'avais personne sur qui rejeter la faute, et puis c'était moi en première ligne tout le temps. Et surtout, quand vous avez deux parents très pris par leur travail, je peux vous dire que c'est pas très marrant de jouer tout seul dans sa chambre le soir. Et je pense qu'effectivement, la combinaison de mes maladies, de cette condition en tant que femme, de ce que ma mère m'a mis dans la tête quand j'étais petite, et en plus de ça, du rapport quasi inexistant pendant mon enfance et mon adolescence avec mon père, a grandement joué dans le fait que mon enfant intérieur ne s'est clairement pas heal par rapport à tous ces problèmes de rejet, d'abandon et surtout ce rapport à la solitude. Du coup, comment on règle ça ? Forcément, je vais quand même vous parler de thérapie parce que c'est hyper important, surtout si les sujets que je viens de vous évoquer vous parlent. On ne rigole pas avec les schémas familiaux, on ne les minimise pas et on ne les ignore pas non plus parce que c'est des ancrages qui vous empêcheront de changer si vous les ignorez et si vous ne faites pas en sorte de les défaire. Traiter la dépendance affective sans traiter les liens familiaux, les schémas et le rapport à la solitude que vous avez par rapport à votre enfant intérieur, c'est comme si vous essayez de soigner une plante malade en lui coupant la feuille qui est malade. Il y aura une autre feuille malade qui finira par repousser, la racine étant déjà atteinte. Donc vraiment, prenez le temps de vous interroger sur pourquoi mon moi enfant a peur de ça. Si c'est le cas, ça se trouve c'est juste votre moi adulte, et si c'est le moi adulte c'est super parce que c'est encore plus facile à régler, mais généralement c'est pas aussi simple que ça. Tout le but est de heal aussi votre enfant intérieur. C'est pour ça que je vous parlais de faire des activités créatives ou qui vous semblent positives quand vous êtes seul. C'est aussi que votre relation avec votre enfant intérieur, même à 25, 30, 40, 50 ans, soit ok, que cette part enfant de vous existe parce que vous en avez besoin pour être bien dans votre vie. Et ça, je reste persuadée que c'est le cas, que ce soit pour des gens traumatisés ou non, pour peu importe l'âge, on a tous cette part d'enfant en nous. Il faut pas la négliger, il faut pas se couper de cette part-là parce que c'est ce qui fait qu'on reste jeune, c'est ce qui fait qu'on reste heureux. On a toujours cette part d'innocence et d'émerveillement et de sensibilité, voilà, qui est hyper importante. Dernier petit conseil que j'applique régulièrement pour me rassurer dans des moments où je me sens angoissée ou anxieuse avec ma solitude, c'est justement de parler à cet enfant, de me rappeler quand je ressens ça que ce que je ressens n'est pas une peur ou des angoisses rationnelles actuelles, mais font écho à des choses en moi qui datent d'il y a longtemps. Et du coup, le but, c'est de se dissocier de cette émotion-là. Ça, c'est un travail qu'on fait aussi avec d'autres problématiques. C'est en fait de se rappeler, d'essayer de prendre du recul sur ok, ce que je ressens est légitime, mais ce que je ressens n'est pas rationnel et n'est pas ancré dans le présent. C'est-à-dire que oui, ce sentiment existe et il n'y a pas à le minimiser. Par contre, c'est pas quelque chose qui est réel. C'est essayer aussi de changer de cadre et d'essayer de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Des fois, je rentre et ça va pas et je me demande pourquoi ça va pas et en fait, je me rends compte que tiens, il m'est arrivé tel truc aujourd'hui qui m'a rappelé. Je sais pas, par exemple, le fait de rentrer après le lycée et d'avoir eu l'impression d'être exclu de mon groupe de potes et du coup, j'ai vraiment l'impression de me sentir nulle et mal, alors qu'en fait, rationnellement, à l'heure actuelle, il y a rien de grave, mais ça me rappelle quelque chose
choses qui pour le coup me stressaient et me mettaient mal. Et c'est d'arriver à se dire ok, donc cette situation-là n'est pas similaire, tout va bien, je suis en sécurité, y a rien de grave. Et bien sûr, encore une fois, c'est bien plus facile de vous dire ça que de le faire. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, les conseils que je vous donne, ils ont l'air bateaux ou banals comme ça, mais c'est des choses que j'ai appliquées ensemble, quotidiennement, pendant 6 mois, 1 an. En tout cas, la notion de solitude, c'était 6 mois, 1 an. Et puis après, il y a eu d'autres choses plus profondes à gérer. Et c'est des choses que je perds. Hein. Quand, par exemple, là, j'habite avec mon copain, j'ai très très peur que si un jour on se sépare et que je me remette à vivre seule, je sois plus capable de le faire. Et que je sois plus aussi bien avec moi-même et ma solitude qu'avant. Donc, quand il est pas là, qu'il est au travail ou quoi, j'essaye de continuer à travailler cette solitude-là et pas me retrouver dans une situation où je me mets à l'attendre toute la journée et à rien faire, à devenir végétative, à plus enrichir mon monde intérieur et le cultiver. C'est hyper important pour votre identité et pour vous sentir bien avec vous-même, enfin d'exister par vous-même, quoi, juste tout simplement. La dernière étape, parce qu'on a abordé du coup l'importance de la relation avec soi-même, c'est-à-dire de prendre soin de soi, autant physiquement que mentalement, autant que ce que vous prenez soin de vos amis. On a abordé aussi la relation avec votre enfant intérieur, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, globalement, c'est votre relation à vos blessures profondes, donc tout ce qui est sentiment de rejet et d'abandon, et comment on peut le traiter, comment on peut le contrer. On a abordé également l'hypervigilance, mais il reste une dernière étape, vous fixez des objectifs. Et je sais que c'est encore super bateau, mais je vous jure que c'est important. Quand je vous parle de vous fixer des objectifs, attention, hein, je vous parle pas de vous mettre en tête de créer une entreprise en 2 ans et de devoir faire un business plan, quoique ça pourrait l'être, mais c'est pas obligatoirement quelque chose de huge, c'est ça que je veux dire. Quand je vous parle de vous fixer des objectifs, c'est de donner un sens à votre vie tout seul. Explication. Quand on est dépendant affectif, le gros problème qu'on a, et ça on en reparlera dans un autre épisode parce que c'est un lien avec le syndrome du sauveur, c'est qu'on finit par s'auto-persuader que voilà, c'est une part de notre personnalité, que nous, notre objectif dans la vie, c'est d'aider les autres, que on est heureux si les autres sont heureux, ou alors notre objectif ça va être, je sais pas, d'être en couple et d'avoir une famille, d'avoir un enfant. Ça peut l'être, mais ce que je veux dire, c'est que votre objectif de vie et votre raison de vivre, elle est basée sur vivre pour les autres. Ce qui est hyper malsain. Et ce qui surtout garantit que vous ne soyez jamais heureux puisque vous faites dépendre votre bonheur des autres. Qu'est-ce qui se passe maintenant, même si vous avez un entourage bienveillant, une famille, un mari, qu'est-ce qui se passe si demain votre mari il meurt alors que vous lui avez donné toute votre vie? Comment vous faites pour fonctionner à peu près normalement et pas avoir envie de vous tirer une balle dans les 2 heures qui suivent? Imaginez que vous ayez un enfant, vous pouvez pas le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est hyper important d'avoir des ressources individuelles et une raison de vivre qui soit beaucoup plus grande que juste celle de vivre pour les autres. Et ça n'en fait pas pour autant quelque chose de pas important. Je dis ça parce que c'est complètement ok aussi d'avoir des envies de famille, d'avoir dans vos priorités que dans votre couple ça évolue, d'avoir des projets de vie, de couple, etc. Mais c'est pas censé être votre seul projet de vie, c'est ça que je veux dire. Toute votre vie n'est pas censée tourner autour de votre couple parce que ça c'est quelque chose qui finira par exploser un jour ou l'autre. Et quand je vous dis exploser un jour ou l'autre, ça peut être quand vous aurez 70 ans et que votre mari sera en EHPAD et que vous saurez plus quoi faire quand vous serez tout seul. C'est ça que je veux dire. Je précise, je parle beaucoup de relations hétéronormées, mais ça vaut pour tout type de relation. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans une relation hétéronormée que vous êtes protégé de ce problème. Enfin bref, encore une fois pour vous citer mon cas, quand j'ai rompu avec mon copain, schéma classique, qu'est-ce que je fous de ma vie ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, j'ai tout donné pour mon couple parce que j'étais en mode « Ah mon Dieu, j'ai 23 ans !» Oui, calmez-vous, je sais que c'est encore jeune, mais moi dans ma tête, je sais pas. Faut savoir que moi, mes parents, ils sont en couple depuis qu'ils ont 20 ans. J'ai eu un modèle familial de si j'ai pas trouvé mon mec avant 30 ans et que ça fait pas 10 ans qu'on est ensemble, il y a un problème. Et ça, la vida, j'essaye de sortir de mes schémas sociaux et familiaux. Je vous ai dit que c'était compliqué. D'ailleurs, on en parlera aussi de cette relation aux hommes alors qu'en fait, je suis même pas hétéro, hein, c'est ça le pire, c'est que je suis pansexuelle à la base. Bizarrement, quand j'ai guéri ma dépendance affective, j'avais beaucoup moins de problèmes avec le fait que j'étais pas hétéro, parce qu'avant c'en était un. Donc bref, quels ont été mes objectifs après cette rupture? Parce que j'étais vraiment perdue dans ma vie. Hein. Et pourtant, c'est ça qui est drôle, hein. C'est que les gars, j'avais un travail, j'avais les réseaux à côté, en fait, je faisais quand même des trucs.
mais je faisais des trucs pour faire des trucs. C'est-à-dire qu'il y avait rien qui m'animait. Et là, le but, c'est d'apprendre à vous connaître, parce que vous avez peut-être passé 20, 30, 40, 50 ans à vivre pour les autres, et du coup, là, je vous demande de faire un exercice, c'est de vous retrouver seul avec vous-même et de vous dire, mais je suis qui, en fait? Et là, ça devient très compliqué, ça bégaye, surtout pour les borderline. Bonjour les borderline, comment ça va avec cette question? Qui je suis sans l'influence des autres, qui je suis moi, pour moi-même? Et alors, cette question, elle est dure, mais je vous jure qu'une fois que vous y avez répondu, ça va tout de suite beaucoup mieux. Moi, je savais pas trop pourquoi je faisais tout ça. J'avais rien qui m'animait réellement. Et je vous rassure, je vous dis ça de manière très confiante aujourd'hui, mais j'ai encore des phases où je remets tout en question et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Quel est vraiment le sens de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je fais pas juste n'importe quoi? Et en fait, je vais vous dire un truc que mon psy m'a dit qui était très drôle, mais je pense très vrai et qui m'aide beaucoup et peut-être vous aidera beaucoup, c'est mais en fait, il n'y a pas de sens à la vie, Harry. Voilà. Il n'y a pas de sens à notre existence, et c'est le plus gros problème pour nous, c'est parce qu'on est les seuls animaux conscients que voilà, on a une fin et qu'on a une existence, et voilà. Vivez avec élégance, ça a été à la fois le truc le plus débile et le plus smart qu'on m'ait jamais dit, parce que je suis en mode, mais comment ça vivre avec élégance? Déjà, je suis pas quelqu'un d'élégant, moi j'ai jamais été très féminine, et je suis en mode, mais de quoi il me parle de vivre avec élégance? Enfin, moi le délire, étiquette, tout ça, non merci. Il m'a dit non, quand je vous parle d'élégance, je vous parle de vivre d'une belle manière, essayez de vivre de la manière la plus belle possible pour vous, à vos yeux, et de trouver en fait de la beauté dans tout, dans ce que vous faites, dans ce que vous voyez. Ça vous change complètement un état d'esprit et une vie de recommencer à apprécier les petites choses de la vie, à vous contenter déjà de ce que vous avez et à être reconnaissant. À partir du moment où j'ai commencé à prendre un peu plus la vie comme un jeu, et en mode ok, je ne subis plus ma vie, maintenant j'ai envie de la modeler comme j'ai envie de la modeler, c'est là où en fait mes objectifs ils sont arrivés beaucoup plus facilement, un peu comme des quêtes quoi. C'était en mode ok, je veux me faire un cara design, que mon style vestimentaire, que ma manière de me maquiller, tout ça, que ça colle à un truc un peu stylé que je me serais fait dans ma tête quoi. Et ça c'était mon objectif pendant 3-4 mois, c'était de me faire un skin comme dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie, où je sois trop contente de moi, où je me sente bien, où je me sente en confiance avec moi-même. Et d'ailleurs ça m'a aussi beaucoup aidé avec ma confiance en moi. Ça peut passer par plutôt votre personnalité et développer des compétences que vous avez envie de développer juste pour le fun, quoi. Apprendre une langue, enfin faire autre chose. Après, ça a été, je fais des vidéos, mais je m'investis pas trop. J'aimerais bien m'investir plus, ne serait-ce que peut-être à temps plein. Jamais j'aurais fait il y a 2 ans. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai un peu d'argent de côté. Bon, pas tant. Je vous avoue que dans 3 mois, je ferai moins la valide. Mais j'étais en mode, j'ai qu'une vie. Qu'est-ce qui m'empêche de juste faire ça à temps plein? Alors en vrai, ça va. J'ai quand même base communautaire. On part pas de 100 abonnés. Enfin, je suis pas en train non plus de m'auto-flinguer ma vie ou de m'auto-saboter, quoi. Si je voulais y aller, c'est que je suis vraiment passionnée. Je suis passionnée par ce que je vous transmets. Je suis passionnée par ce que je fais. Et que je suis persuadée aussi que ça peut aider plein de gens. Et donc, du coup, j'étais en mode, mais pourquoi j'y vais pas à 100%? Je regretterais toute ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à me réanimer aussi. C'était d'aller à fond dans les projets que je voulais, bien évidemment sans être inconsciente. C'est aussi, par exemple, j'adore la poterie, j'ai jamais osé, je le fais. Et j'y suis allée et j'ai pris des cours de céramique et j'adore ça, et maintenant j'en fais aussi chez moi. Et d'ailleurs, ça sortira bientôt, mais j'ai une petite boutique en préparation Etsy où je vous sortirai des illustrations, des sculptures que je fais, etc. Donc peut-être que si ça vous intéresse, vous pourrez voir aussi, mais voilà, je casse ça comme ça. Il y a eu aussi la danse où, pareil, on m'a toujours dit que j'étais nulle en coordination de mouvement, alors ce qui est vrai en soi, parce que je fais de la dyspraxie, mais voilà, ça a jamais été quelque chose d'inné, et pourtant j'admirais les filles qui en faisaient, et je suis en mode, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire? Ok, j'ai 25 ans, je m'en fous, j'y vais. Et j'ai commencé à prendre des cours de danse, et j'en prends depuis 1 an avec Chris Cadence. Je sais pas si elle écoute ces podcasts. Enfin bref, Chris qui est une pote à moi, et c'est super, et là ça fait 1 an tout pile, je suis trop contente, même si mon niveau est pas incroyable, juste je me fais kiffer, c'était un de mes objectifs et je l'ai fait quoi. Donc voilà, de recommencer à faire des choses pour soi et de vraiment prendre la vie comme un jeu en mode ok, maintenant j'ai envie que mon existence ce soit plein de trucs qui m'amusent, plein de trucs qui me rendent heureuse moi et que je fais de ma part pour moi-même, ça a tout changé aussi, ouais. Ça m'a tellement aidé à mieux vivre seule. Parce qu'en fait, du coup, quand je rentrais chez moi, c'était pas synonyme de vide. Quand je rentrais chez moi, c'était synonyme de créativité,
d'idées, de ok, je me repose parce que j'ai un peu trop fait aujourd'hui et que je suis fatiguée, dans un environnement que j'aimais bien, où je me sentais en sécurité, et voilà, tout ça a fait que ma solitude aujourd'hui, je la gère vraiment plutôt bien et je suis très contente de ça, même si ça m'a pris du temps, hein, tout ce que je vous raconte là, je vous dis ça dans un épisode, mais voilà, c'est des conseils à appliquer sur des semaines, des mois, voire des années, hein, pour certains. Enfin voilà, là ça fait déjà un petit moment que je déblatère, mais je voulais vous donner un dernier conseil. Quand on parle de vaincre la solitude en tant que dépendant affectif, on vous demande pas de devenir un ermite. Et ça, c'est le gros souci quand on essaye de régler ce problème-là, c'est que on va partir dans un autre extrême de « Ok, il faut absolument que je guérisse, donc je vais rester seul pendant, je sais pas, 3 jours, une semaine, enfin voilà. » En fait, on va complètement se couper de tout le monde pendant un laps de temps, alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On reste des animaux sociaux, hein, donc forcément que si vous vous retrouvez en tant qu'ermite pendant 1, 2 ou 3 jours ou une semaine, vous allez péter un plomb parce que, et d'une, vous n'êtes pas habitué vu que vous êtes tout le temps avec des gens, et en plus de ça, enfin, vous n'êtes pas formaté pour ça. Et ça aussi, ça a été long et compliqué pour moi de le comprendre. C'est comment faire en sorte que ma relation avec moi et avec les autres soit équilibrée, que ce soit pas que l'un ou que l'autre, parce que croyez-moi que les personnes très solitaires aussi ne sont pas du tout épanouies. Genre, moi, mon mec, c'est l'extrême inverse. Il était très très solitaire avant, c'était un ermite. Croyez-moi qu'il était pas non plus ravi d'être tout seul tout le temps. Mais c'était plus simple pour lui. C'était un autre schéma de sécurité. Donc, par exemple, oui, vous pouvez parfaitement vous autoriser à avoir une personne par jour. Il n'y a pas de souci. Tant que vous vous octroyez aussi un moment pour vous, tout seul, et que vous n'êtes pas constamment avec des gens. Exemple, vous voyez une pote l'après-midi pour boire un café ou aller en ville. Bah, le soir, vous vous posez chez vous tranquille et vous prenez du temps pour vous, ou vous faites des trucs pour vous. Ça peut être, vous avez passé un samedi ou un dimanche la journée à rien faire chez vous, à être chill et à passer du temps tranquille où vous prenez soin de vous. Vous avez parfaitement le droit de sortir boire un verre avec une pote le soir. C'est une question d'équilibre en fait, et on vous demande pas non plus d'être un ermite pour guérir de la dépendance affective. Et l'enfermement ne sera jamais une solution pour contrer la dépendance, bien au contraire. C'est aussi prendre le risque de rentrer dans un autre schéma à l'extrême inverse, de renfermement, de repli sur soi et de déconnexion sociale. Enfin voilà, on arrive en fin d'épisode les loulous, j'ai bien parlé. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous servira ou que ça a fait écho en vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore parler avec vous, j'adore voir vos retours, même si je réponds pas tout de suite. J'adore voir que ça aide des gens, que ça fait écho chez des gens et que vous vous sentez moins seul, parce que c'est vraiment pour ça que je fais ce podcast, principalement parce que ça me rapporte rien, 0 peanuts walou en termes de monétisation, sachez-le. Donc vraiment, c'est hyper gratifiant pour moi et ça m'aide aussi à continuer de voir qu'il y a des vrais humains qui écoutent ce que je raconte pendant 1 heure et que ça sert pas à rien, quoi. Et oui, j'ai encore mes petits restes aussi de dépendance. Enfin voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude mardi prochain. Jusque là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et vous n'êtes pas tout seul.